Bonjour, je suis Sandrine Evangelista, je suis CEO de Leaders for a Good Planet et on est là aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat, de business, d'entrepreneurs, bref, de plein de trucs super intéressants autour de la croissance. Enfin, j'espère que ça va être intéressant. Bonjour Noémie, je te laisse te présenter. Bonjour Sandrine, merci beaucoup de m'inviter ce matin. Alors pour ma part, Noémie Elbaz, serial entrepreneur, j'ai monté plusieurs boîtes, dont une dernière dans la tech que je viens de revendre à Nexity, il y a un peu plus de 1 an maintenant, et j'ai rejoint Sandrine en tant que CGO assez récemment. Alors CGO, on va décrypter, c'est Chief Growth Operation chez nous, on va en parler. C'est un nom qui n'existe pas en vrai, je l'ai inventé. Parce que j'ai essayé de traduire ce dont on va parler dans un métier. Voilà, et donc ça a donné Chief Growth Operation. Et donc je te remercie. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment qu'on se fasse des questions-réponses. Ce que je trouve vraiment intéressant en travaillant ensemble depuis un certain temps maintenant, c'est d'une part qu'on a des visions complémentaires et différentes, d'autre part qu'on n'a pas non plus le même âge. Ça, c'est chouette parce que du coup, ça nous donne aussi un regard différent sur l'entrepreneuriat, puis des expériences qui sont aussi fondamentalement différentes. Et c'est ça que j'ai envie qu'on puisse explorer aujourd'hui ensemble. Donc, merci. Avec plaisir. Et j'espère apporter les réponses à toutes ces questions. Pour tous toutes ceux et celles qui nous regardent. On va commencer par la première question. Pourquoi est-ce si difficile pour une PME de scaler au-delà d'un certain seuil ? Alors moi, je vais te donner ma réponse, mais ça va être intéressant de l'enrichir avec la tienne. Je pense qu'en fait, quand tu crées une entreprise ou quand tu reprends une entreprise familiale, tu reprends d'abord un métier, un savoir-faire. Donc, si par exemple, ton savoir-faire, c'est de construire des maisons, tu construis des maisons. Si ton savoir-faire, c'est de vendre du service, tu vends du service. Si tu installes des panneaux solaires, voilà. Si tu es avocat, tu es avocat. Enfin, tu vois, tu viens d'un cœur de métier. Moi, quand j'ai créé ma première entreprise, je savais faire de l'accompagnement de dirigeants, de l'innovation, de la transformation digitale. Néanmoins, j'étais absolument pas un entrepreneur. Et ce qui est hyper difficile, c'est qu'il y a un moment donné où ton métier n'est plus ton cœur de métier pour lequel tu as créé ton entreprise, mais c'est entrepreneur. Puis c'est comme, il faut réapprendre tout à zéro parce que c'est des compétences qui n'ont rien à voir et qui sont des compétences support transverses, donc finance, marketing, vente, ressources humaines, recrutement, IT, automatisation digitale, etc. Toi, ce que tu sais faire, c'est construire des maisons, vendre du service, enfin, tu vois. Et donc, à un moment donné, il y a un palier et un choix aussi, je crois, à faire en tant que personne, là, pour le coup, en tant qu'individu, sur est-ce que je développe ma boîte et donc j'apprends à devenir un entrepreneur ? Ou est-ce que finalement ça m'intéresse pas, je vais m'arrêter mais je vais pas pouvoir scaler ? Comment toi t'as vécu le truc ? Alors en fait, déjà je suis assez alignée avec toi. Il y a l'expertise métier qui en général, in fine, donne un bon expert sur le sujet donné. Et il y a le métier d'entrepreneur qui demande d'être 360. Et en fait, il y a un sujet temps par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que en étant end zone, c'est-à-dire en étant très opérationnel, je vais réussir à step back pour avoir un peu les mains dans toutes les fonctions que tu as citées, RH, finance, etc. Et donc, arriver à gérer toutes ces problématiques. Et ça, c'est en général le problème. Et moi, à titre d'exemple, dans ma propre boîte, en fait, j'étais très... alors, pas expert métier, mais pour le coup, sur la partie business. Et j'ai eu besoin, justement, d'être accompagnée pour avoir ce multi-skills qui me manquait sur les briques finance, RH, etc. Parce que j'arrivais plus à step back et que j'étais beaucoup trop focus. Et donc, c'est un peu le parallèle que je fais entre un vrai expert métier terrain d'un domaine et cette capacité à s'extraire pour vraiment être multitask. Ouais. Et en fait, moi, ce que j'ai vécu en tant qu'entrepreneur, donc moi, j'ai un parcours Comex, Grand Groupe, pendant quasi 30 ans. Et quand tu diriges des grosses équipes dans une grosse boîte, en fait, tu as des experts pour tout. Tu as un directeur juridique, tu as un DAF, tu as un directeur marketing, tu as un directeur commercial, tu as un directeur des systèmes d'info, tu as un directeur du digital, tu as un directeur de la RSE, tu as un directeur de la liquidité et plein d'autres, en fait. Et quand tu te retrouves à monter ta boîte, alors que tu connais ces fonctions support, parce que moi, je les ai encadrées, managées, tu vois. Le truc, c'est qu'en fait, tu sais rien faire tout seul. Et que tu te retrouves à devoir apprendre tous ces métiers sur lesquels tu t'étais jamais posé la question
réellement, quoi. Moi, je savais faire de la transfo digitale, je savais faire de l'innovation, je savais être DG, je savais manager, mais ça te permet pas de savoir vendre, ça te permet pas de savoir délivrer, ça te permet pas de savoir recruter. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qu'on sait pas faire, quoi. Je vois très bien. On passe à la prochaine question. Yes. Quels sont les principaux blocages qui empêchent les dirigeants de structurer leur croissance? Moi, spontanément, je te dirais le manque d'apprenabilité. Alors, je sais, c'est bizarre. Déjà, le mot apprenabilité, je sais pas s'il existe, mais je crois qu'on comprend ce que je veux dire. Tu vois, je parle toujours de croissance et pas de développement. Parce que pour moi, le développement, c'est du business. La croissance, il y a deux choses à l'intérieur. Il y a la personne et l'entreprise. Et je crois qu'en fait, le plus important, c'est cette capacité d'évoluer, de grandir, de croître en tant que personne pour pouvoir soutenir la croissance de ton entreprise. Et je crois que c'est la plus grande qualité et aussi le plus grand frein. C'est-à-dire que si t'es pas apprenable, au sens où tu te dis en fait je vais faire par moi-même et j'ai besoin de personne, etc. C'est vrai, hein, en même temps t'as besoin de personne pour réussir, ça j'en suis convaincue. Mais en fait, tu vas passer 10 ans là où tu pourrais passer 6 mois avec quelqu'un qui va te guider parce qu'il est déjà passé par là. Pour moi, guider, ça veut pas dire te demander de faire comme moi je ferais, parce que ça j'y crois pas une seconde. Je pense qu'il y a autant de façons de scaler que d'individus sur cette planète. Il y a une singularité, une unicité personnelle qu'il faut garder, absolument. Mais par contre, il y a des étapes qui sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que, pour avoir bossé, j'ai beaucoup racheté d'entreprises des petites entreprises pour des grands groupes à travers des fonds pour les intégrer. On voit à peu près toujours les mêmes phases dans les scales. Donc ça se passe pas toujours pareil, c'est pas exactement au million près, etc. Mais il y a quand même des choses qui reviennent tout le temps. Donc je pense qu'en fait, cette apprenabilité, c'est ce qui fait, non pas que tu réussis, mais que tu vas beaucoup plus vite. Et donc que t'as moins de sensations d'échec ou des moments de down, parce qu'il faut quand même pas se raconter d'histoire. L'entrepreneuriat, c'est quand même un sacré challenge personnel, hein. On fait des up and down réguliers. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et je pense que même si c'est un peu tabou, c'est la réalité. Et du coup, derrière ça, tu fais moins de down et tu traverses beaucoup plus vite parce que t'es capable de te challenger, de te remettre en question, de pivoter. Pas juste de pivoter ton business model, mais toi en tant que personne. Ouais, je suis assez d'accord. Alors moi, je résumerais ça par le mot ego. Non mais ça fait rire, mais en fait c'est tellement ça. Il y a un vrai sujet d'ego en tant qu'entrepreneur, et surtout quand on est fondateur d'une boîte, c'est sa capacité à mettre son ego de côté et à écouter son marché, écouter les conseils qu'on donne, écouter les opportunités. En fait, juste écouter. Et ça, pour moi, c'est vraiment lié à l'ego. En fait, ma première expérience, j'avais monté une boîte de levée de fonds. Donc, j'accompagnais des boîtes très early stage, donc vraiment au tout début de leur parcours de levée. Voilà, pour lever des fonds, etc. Et ce qui m'avait vraiment surprise, c'est que la plupart des fondateurs qui allaient vers l'échec, c'était des fondateurs qui avaient un problème avec leur ego et qui n'étaient pas du tout à l'écoute. Et à chaque fois, et d'ailleurs je le vois aujourd'hui, pareil dans les diverses missions, il y a toujours ce sujet qui est assez fondamental. Ça, c'est le premier point, et que moi je résumerai comme ça. Et le deuxième point, c'est savoir s'entourer des bonnes ressources. Et c'est clé, d'ailleurs, dans ma dernière expérience, quand j'ai intégré ma boîte chez Morning, donc une filiale de Nexity, en fait, le fondateur me l'a répété et m'a dit, voilà, moi, l'équipe que j'ai fondée au démarrage, ça fait 10 ans qu'elle me suit, 15 ans, enfin, plus de 15 ans, et c'est clé. Et en fait, il a raison. C'est-à-dire qu'en gros, dans une boîte, il y a 5-6 ressources clés, du moins les deux mains, enfin, pas plus des deux mains, une dizaine de personnes au max, pardon pour l'expression que j'ai ratée. Et in fine, ces personnes-là vont être ceux qui vont aider à structurer la croissance du fondateur et qui vont être ce qu'on appelle les key people. Et ça, c'est fondamental pour aller chercher les bonnes décisions, aller chercher les bonnes ressources. Et en général, pareil, c'est un sujet qui pèche
dans des boîtes parce que le founder est seul, parce que le fondateur, pardon pour le franglais, parce que le fondateur a du mal à attirer les meilleurs talents, etc., etc. Et ça, voilà, pour moi, si je devais résumer les 2 blocages principaux que j'ai vus dans ma propre expérience et dans les autres boîtes que j'ai accompagnées, c'est l'ego et savoir s'entourer des meilleurs. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et tu sais, je l'ai vu aussi ça en tant que salarié. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai pris des gros postes, je suis arrivée avec mes équipes. Parce qu'à un moment donné, reconstruire la confiance au sens humaine et compétence, mais aussi humaine, c'est-à-dire savoir comment on bosse ensemble, etc. C'est un temps. Tu peux pas te permettre de le faire quand tu vas vite. Et donc, quand tu es en croissance, en général, il y a une question de vitesse et de scalabilité. Et derrière, en fait, il y a aussi cette notion de te sentir en sécurité, savoir que, ok, tu peux déléguer tranquille, que les gens sont autonomes parce que tu les connais, et donc ça, c'est un gain de temps qui est fou aussi, d'arriver à créer une équipe solide. Ce que j'ai aussi découvert en tant qu'entrepreneur, parce qu'au départ, tu es obligé de bidouiller un peu, au sens où tu n'as pas forcément des salariés, tu travailles avec des freelances, avec des consultants, etc. Et ce qui m'a choquée, je vais dire ça comme ça, parce que dit mon fils, le mot choqué, c'est le manque d'engagement. Au sens, c'est pas ma boîte, quoi. Donc moi, je suis là, je délivre mon truc et puis basta. Et moi, tu vois, je venais du monde de l'entrepreneuriat, du COMEX, de grosses boîtes, où en fait, derrière, j'avais des équipes qui étaient ultra engagées. Moi-même, je suis quelqu'un de très passionné, très engagé. Et ça m'a choquée. J'étais là, mais non, moi, je veux pas juste déléguer des tâches, en fait. Je veux quelqu'un qui me rejoigne dans une aventure, même si je suis au début de l'aventure, même si j'ai pas les moyens d'embaucher full-time, même si tout ça, je veux pas, c'est non négociable, cette dimension d'engagement et d'équipe. Donc je suis complètement en phase et c'est super difficile, surtout une fois que tu commences à avoir les moyens, j'ai envie de dire c'est entre guillemets facile parce que tu peux recruter vraiment. Mais la première partie de scale, jusqu'à, je sais pas, 1 million, 2 millions, t'as pas les moyens de recruter. Oui, mais engager une équipe, c'est l'engager dans le gâteau. Dans le sens où... et ça, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'oublient, à mon sens. Engager dans le gâteau, c'est ne pas avoir peur de partager ce gâteau. Et en fait, comprendre que le gâteau ne vaut rien s'il n'y a pas les ressources clés pour pouvoir et c'est une expression que tout le monde a entendu 1 milliard de fois, mais moi je vois encore là des expériences très récentes de personnes qui ont ce mindset-là et qui sont bloquées. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une toute petite part d'un gâteau avec des gens brillants et qui vont le mener loin, plutôt qu'avoir tout le gâteau et prendre les mauvaises décisions mal entourées. Et ça, moi je vois encore des boîtes jusqu'à il y a 1 semaine qui bloquent sur ça en fait. Ouais. Et oui, il faut des gens engagés, mais les gens, on les engage en partageant de la connaissance, en partageant du temps, en créant des moments aussi, des moments qui sont même pas du boulot, qui sont simplement des moments de plaisir, des moments où on s'apprend à se connaître, parce que travailler, et moi je l'ai vu, ça a été très intense, en fait on passe finalement plus de temps au travail qu'à la maison. Donc il y a quelque chose qu'il faut créer avec ces personnes-là, il y a un engagement émotionnel, il y a un engagement intellectuel, il y a un engagement financier, et il faut être prêt en fait en tant qu'entrepreneur de partager. Et c'est pas toujours facile. Donc oui, on a envie de personnes engagées. Et en tant qu'entrepreneur, on cherche tous des personnes engagées. Mais il faut que l'entrepreneur lui-même ait un état d'esprit qui soit dans le partage et dans le partage 360. Oui, j'adore. Parce qu'effectivement, on voit bien, donc c'est sur l'émission, on voit bien que c'est un frein. Quand il y a cette peur finalement qu'on empiète sur le territoire en tant que bras droit dirigeant, alors qu'à aucun moment on empiète, on ne fait pas du conseil non sollicité, on ne va jamais prendre une décision à la place de l'entrepreneur, quoi. C'est pas notre job. Oui, c'est ça. Mais ça rejoint ça, c'est encore un point qui rejoint le sujet d'ego, le partage, qui sont pour moi des éléments essentiels que l'entrepreneur doit avoir en tête pour pouvoir justement aller chercher de la croissance, aller chercher des opportunités, aller chercher de la connaissance, tout ce qu'on doit aller chercher pour pouvoir aller monter la boîte le plus haut possible. Yes. Alors, on continue. Pardon, excusez-moi. On s'est écrit notre petite liste de questions pour rien oublier. C'est important parce qu'autrement, on peut partir dans tous les sens. Toutes les deux, on a beaucoup de choses à dire. On entend souvent que les dirigeants de PME sont trop dans l'opérationnel. Pourquoi est-ce un problème et quelles sont les conséquences ?
Alors moi, je résume ça en disant c'est un poulet sans tête et qui court dans tous les sens. Et globalement, ça se traduit par j'ai tout est urgent. Et aussi, je sais plus dans quoi je dois investir. C'est-à-dire que, est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends telle ressource ? Ben, j'en sais rien, en fait. C'est quoi ta vision et où tu veux aller ? Donc, à un moment donné, c'est comme, on oublie pourquoi un jour, on s'est dit qu'on allait créer une boîte. Et du coup, on n'arrive plus à arbitrer puisque tout est au même niveau. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais arbitrage. Est-ce que je recrute telle personne ou est-ce que je mets l'argent dans tel investissement ? Est-ce que je fais ça en premier ou est-ce que ça peut attendre 3 mois ? Comment tu veux prendre une décision si tu n'as plus de why ? Si tu sais plus où tu vas, tu cours dans tous les sens, tu éteins les feux. Et ça, je trouve que c'est le mal de l'entrepreneur qui, du coup, a la sensation qu'il fait plein de trucs, mais en fait, il tourne en rond. Alors, je suis d'accord. Alors après, moi, dans ma propre expérience, j'ai souffert de ne pas être dans l'opérationnel. Dans le sens où, à un moment donné, je me suis mise dans une espèce de bulle de strat, de vision, et j'ai quitté les sales. Et ça a été ma pire erreur. C'est-à-dire que, en fait, je n'entendais plus mon marché, je n'entendais plus mes clients, et je pensais, j'étais en haut de mon petit château, à essayer de voir où est-ce que je pouvais amener la fusée, finalement, sans n'écouter plus personne. Et ça m'a causé un tort avec mon associé, parce que du coup, on parlait plus la même langue. Il y en avait un qui parlait terrain, moi je parlais strat. Ça m'a causé un tort avec du coup la stratégie, parce que in fine c'est facile de mettre des stratégies et de dire je vais créer le futur mobile device management system alors qu'on est très très loin de ce que les clients veulent. Donc, en fait, je vais mettre un bémol à ça parce que je trouve que c'est ultra riche pour un entrepreneur de garder un pied dans l'opérationnel et de l'être. Par contre, pour moi, si je devais donner un conseil, c'est d'être organisé. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'opérationnel, on peut prendre aussi des bonnes décisions stratégiques, mais il faut tenir un agenda. Et un agenda, c'est de se dire, ok, en fait, le lundi, mardi, c'est mes réunions. Le mercredi, c'est mes missions terrain. Par exemple, si je dois faire de la mission terrain, mon jeudi, c'est encore autre chose. Et le vendredi, c'est full finance, RH, &co. Donc, en fait, ça, c'est le premier point. C'est savoir vraiment organiser son agenda en restant quand même un pied dans l'opérationnel, parce que c'est juste essentiel. Malgré tout, et moi je l'ai vécu aussi dans ma propre expérience, c'est pouvoir s'entourer encore une fois des bonnes personnes qui vont aider à faire un step back. Parce que l'opérationnel, oui, mais peut-être dans le guidon, on voit plus clair, ça fait 15 ans qu'on est dans la même boîte, 15 ans qu'on vit les mêmes choses, qu'on est épuisé psychologiquement. Parce qu'il y a l'épuisement dans l'entrepreneuriat, on est tous d'accord. C'est quelque chose de très prenant. On y travaille le week-end, le soir, jusqu'à 22h, les vacances compris, etc., etc. Donc il y a un épuisement intellectuel et moral qui est quand même assez fort. Et donc avoir quelqu'un qui apporte de la fraîcheur, qui analyse le marché, qui apporte de l'innovation, toutes ces choses-là qu'on n'a plus le temps ou qu'on n'a juste plus envie parce que complètement sous l'eau, c'est assez clé. Donc si je devais résumer, savoir s'organiser. Ça, c'est fondamental, tout en gardant un pied dans l'opérationnel. Et savoir s'entourer, je reviens encore sur ce même point, et peut-être que je radote un peu, mais je trouve ça essentiel. Savoir s'entourer soit d'un bras droit, notamment d'un CGO, d'ailleurs, moi-même, j'en ai eu l'expérience, soit de ressources qui vont permettre justement de pouvoir aller voir ce qu'on ne voit plus en tant qu'entrepreneur épuisé. Oui, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, sur la partie stratégie opérationnelle, je suis aussi très très d'accord. C'est-à-dire que c'est arriver à faire des allers-retours. J'exécute, je rentre, je mets les mains dans le cambouis, je fais du vie ma vie, je vois tout ce qui fonctionne, tout ce qui fonctionne pas, tout ce qu'il faut améliorer, tout ce qui peut peut-être être arrêté, tout ce qu'il faut garder parce que c'est très bon et continue à améliorer. Je remonte d'un cran, je prends du recul. Moi, en fait, je traduis ça dans mon agenda. En fait, j'ai un jour par semaine ce que j'appelle mon CEO Day, où je suis en mode step back. Et qui me permet toutes les semaines de me dire, ok, cette semaine, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi, enfin tu vois, de faire ce travail, pas d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, d'être dans le mur, parce que ça va très vite d'arriver dans le mur et de prendre des mauvaises décisions. Et donc toutes les semaines, d'avoir un temps au moins 4 heures, quand j'arrive pas à prendre la journée, mais au moins 4 heures pour me mettre au vert et me reposer la question de redérouler le film de la semaine et de pivoter, si je puis dire, en temps réel, non pas sur un coup de chaud de bon ok, ça va pas, ça marche pas et je m'énerve et hop, je prends une décision. Non, mais prendre le recul qu'il faut pour faire ça. Je crois que c'est le truc le plus dur, d'être capable de faire les deux en même temps et de remonter, c'est-à-dire strat, j'exécute, je suis dans l'opérationnel, je regarde ce qui fonctionne pas et je modélise ça pour
transformer, tu vois, et pivoter en temps réel. Ouais, je suis complètement d'accord. Et tu te donnais l'exemple de 4 heures par semaine pour faire un step back. Moi, j'ai été assez admirative d'entrepreneurs qui, typiquement, se créaient le dimanche soir des créneaux et qui n'en dérogeaient pas. C'est-à-dire qu'ils disaient, OK, mes créneaux réunions, c'est le lundi matin et le mercredi matin. Ni plus ni moins. Moi, je fais ça depuis longtemps déjà. Bah voilà. Donc, et en fait, ils structuraient tout leur agenda dès le dimanche soir. Et honnêtement, moi pour l'avoir testé aussi, déjà en termes d'organisation et de temps de focus, de concentration sur les sujets, c'est assez game changer. C'est ça, moi je peux pas être en même temps dans du delivery et en même temps dans de la réflexion et ou de la production à valeur ajoutée, tu vois. C'est impossible, c'est comme 2 mindsets différents. Donc les jours où je produis, les jours où je réfléchis. Et je peux pas avoir une réunion entre deux et puis passer de hop, je fais un rendez-vous, puis derrière je réfléchis 1 heure. Je sais pas faire ça. Ah franchement, je te comprends parce que j'ai appris et c'est ce qu'il y a de plus efficace. On passe à la partie 2, donc, la solution CGO. Tu as développé le modèle de Chief Growth Operation. C'est quoi exactement ? Alors, un Chief Growth Operation, c'est un bras droit dirigeant. Et j'ai observé qu'il fallait 2 types de bras droits dirigeants. On a besoin de bras droits très généralistes. C'est-à-dire des gens qui vont regarder le truc à 360 comme toi en tant que CEO. Pour faire ça, il faut avoir été CEO. Il y a un moment, il n'y a pas de secret. Il faut avoir dirigé une boîte ou plusieurs. Parce que, en fait, tu as cette capacité de regarder et les finances, et les ventes, et le marketing, et la RH, et de faire des liens. C'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure offre du monde. Si ton modèle de paiement, c'est à 90 jours fin de mission, tu vas avoir un vrai problème de finance très rapidement. Donc, si tu segmentes le truc, tu vas pas avoir la capacité de prendre des décisions et de prioriser, en fait. Et de voir les liens de si je fais ça, il va se passer ça et ça et ça. C'est très holistique. Donc, ça, c'est le premier profil qui me semble essentiel. Et donc, chez nous, on a ce type de profil. Moi, toi, on a des gens qui ont cette capacité de regarder les choses à 360. Et ensuite, il faut des experts parce que aujourd'hui, ça devient tellement pointu sur tous les métiers, que ce soit finance, RH, marketing, vente, etc., que à un moment donné, tu peux pas être à la fois super généraliste et super fort dans chacun des métiers. Donc, l'idée, c'est d'avoir des experts généralistes, des CGO généralistes, des Chief Growth Operation généralistes, et des experts qui sont capables de prendre un projet et de le délivrer de A à Z. Ou de A à je sais pas quoi, s'il y a les équipes en place, tu vois. Et en fait, ce qui est extrêmement fatigant pour un CEO, c'est de devoir faire de la délégation de tâches sans avoir quelqu'un qui coordonne à 360 et qui est capable d'avoir la même vision que lui. Pas exactement la même, mais d'avoir ce côté juste un peu moins dans l'opérationnel, et un peu moins émotionnel collé à la boîte, puisque quand c'est ta boîte, forcément, c'est pas pareil que quand c'est pas ta boîte. Ça, il vaut mieux, c'est peut-être un poncif, mais c'est quand même une réalité. Et du coup, de pouvoir articuler ces 2 niveaux en même temps. Je suis 100% alignée avec toi, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre Leaders for a Good Planet. Alors, dans la tech, nous, on appelle ça des Chief of Staff. Ouais. C'est un rôle qui est fondamental, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a besoin d'agilité. Et on a besoin d'avoir à côté de nous une personne que je vais appeler couteau suisse, finalement, qui va me permettre de pouvoir tester rapidement, tester vite et tout type de sujet. Je vous donne un exemple. Typiquement, je veux tester une nouvelle idée. Je veux tester le business model de cette nouvelle idée parce que ça demande une nouvelle ligne de revenus avec des costs associés, etc. Bim, cette personne-là m'aide à faire un business plan en l'espace de une journée. Et je vois très vite le lendemain, en tant que fondateur, si c'est un go-no-go, in fine, parce que voilà, c'est pricé, c'est factuel. Ça, c'est un exemple. Typiquement, avec un autre cas, je veux tester cette nouvelle idée, je pars toujours de cette nouvelle idée, je fais une page Webflow, et je mets des ads dessus pendant 2 semaines, et je teste s'il y a des demandes ou pas. Voilà, et en fait, j'ai cette personne, qu'on peut appeler un chief of staff, un CGO, un bras droit finalement opérationnel, qui va me permettre de pouvoir tester n'importe quelle idée, très rapide, couteau suisse. Alors oui, ce sera pas parfait, mais ça me permettra d'avoir des réponses go-no-go tout de suite. Et si jamais j'ai besoin d'arriver dans mon niveau de perfection, parce que j'estime que on a testé le business model, on a testé on va dire l'acquisition et qu'il y a des signaux positifs, là je vais
prendre un expert qui va m'aider à rentrer en profondeur sur le sujet. Donc, c'est vraiment cette personne très agile et on en a tous besoin. Moi, je l'ai moi-même expérimenté et c'est vrai que quand Sandrine m'en a parlé, j'ai tout de suite répondu présente parce que je comprends la valeur et je trouve que voilà, c'est un moment assez clé de pouvoir s'entourer de cette personne. Donc, ça me parlait vraiment beaucoup de... Enfin, comme type de rôle, ça me parlait énormément. Je vais continuer. En quoi c'est différent d'un directeur général, d'un CEO ou d'un directeur commercial ? Ouais, c'est une vraie bonne question. Alors, il peut y avoir des Chief Growth Operations avec des compétences de commerce ou de directeur commercial ou d'opération, tu vois. Mais la différence, c'est qu'en fait, tu es orienté sur la croissance déjà et que tu as un mindset 360. C'est-à-dire que même si tu es expert sur un domaine, comme le commerce, tu vas avoir cette capacité de regarder plus large que juste ton micro-morceau de métier. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Et en quoi c'est différent d'un DG ? Un DG, pour moi, c'est forcément une fonction internalisée. T'as des responsabilités aussi juridiques derrière et opérationnelles que, évidemment, on ne porte pas nous, puisqu'on n'est pas intégré en CDI à l'entreprise. Donc, évidemment, en termes de... responsabilité, notamment contractuelle et juridique, on n'est pas au même niveau d'engagement. Et je compléterai, en fait, c'est très différent d'un DG parce qu'on n'est pas décisionnaire. Oui, aussi, c'est jamais notre boîte. Hein. Voilà. On est force de proposition. Et l'idée, c'est vraiment, pour moi, il y a deux choses, c'est être 360, être couteau suisse, et ne pas être, enfin, aider à la décision tout en testant. Voilà, c'est donc, en effet, et je te rejoins, moi, pour ma part, je suis CGO, pardon, et pourtant avec une grosse casquette sales, commerciale, pardon. Je suis désolée pour le franglais, hein. Et pourtant, non, je déteste ça, mais j'arrête pas, c'est terrible. Mais voilà, donc, pour te dire, voilà, on peut avoir des grosses casquettes sales, produits, etc. Mais néanmoins, on a cette capacité d'aller tester assez rapidement tout ce qu'on pourrait tester pour un dirigeant, en lui laissant vraiment maître de la décision. Et ça, c'est vrai, il faut vraiment l'avoir en tête, je pense. Comment un CGO accompagne concrètement une PME pour l'aider à scaler ? Alors en général chez nous ça fonctionne de la façon suivante. Première partie, donc on est par contrat de 3 mois renouvelable tous les 3 mois. La première mission, évidemment il faut qu'on ouvre le capot, donc on commence par faire un audit, mais attention on n'est pas en mode audit grand cabinet de conseil, 80 slides, on y passe 6 mois, tout ça. C'est plutôt prendre connaissance de ce qui se passe dans l'entreprise, parce qu'à un moment donné, pour pas tomber à côté, il faut quand même qu'on comprenne comment ça marche, qu'est-ce qui a déjà été fait, quelles sont les personnes, comment ça tourne, quoi. On n'a pas de boule de cristal. Et ensuite, très vite, on va sur une roadmap opérationnelle où là, on se dit, bah voilà, il y a tous ces chantiers à adresser, comment on les priorise, combien ça coûte, qui fait quoi, et on commence à structurer. Je pense que ça permet vraiment d'apporter de la clarté et aussi des cycles de 3 mois très simples. J'ai pas inventé la poudre par rapport à ça, j'ai repris ce qu'on fait en méthode agile, dans les sprints classiques, des méthodes agiles. 3 mois, c'est le temps qu'il faut à peu près en standard pour pouvoir déployer un projet, quoi. 1 mois, c'est trop court. 6 mois, c'est un peu long sur une logique de TPE-PME. 3 mois, en général, on est bien sur... on s'est fixé cet objectif, on le déroule, on le livre. Et pour compléter, Sandrine, pour l'avoir fait d'ailleurs, en fait, c'est du concret, c'est de l'opérationnel. C'est pas du slide. Et ça, il faut vraiment l'avoir bien en tête. Donc du coup, on déroule évidemment les chantiers et ensuite on y va, on est end zone et on travaille aux côtés du dirigeant pour qu'il y ait du résultat, parce que je pense que ça c'est clé de dire qu'on est drivé par le résultat et non par le moyen. Voilà. Donc ça, je pense que c'est les deux choses. Ouais, c'est important parce qu'autrement on peut rester en stratosphérique pendant longtemps. Ouais, exactement. Et c'est pas l'objet, et on n'a pas le temps sur ce type de boîte de rester en stratosphérique. On a besoin de gens pour nous aider dans la vraie vie. Exactement. Typiquement, s'il faut aller faire du cold call et appeler toute la journée pour pouvoir démarcher des leads, typiquement, le CGO peut le faire. S'il faut... c'est vraiment des missions concrètes et efficaces pour pouvoir faire avancer la boîte au quotidien. Oui, tout à fait. Quelles sont les premières actions à mettre en place quand une PME veut structurer sa croissance avec un CGO ? Déjà, il faut se parler, parce qu'il faut comprendre. Il y a
autant de façons de structurer une croissance que d'individus et donc d'entreprises. Donc je pense que c'est vraiment important de comprendre où tu veux aller. Si tu veux valoriser ta boîte dans 5 ans, c'est pas pareil que si tu veux la transmettre à tes enfants dans 20 ans. C'est pas pareil que si tu veux partir vivre à l'étranger et faire le tour du monde et être digital nomade. C'est pas pareil que si tu veux avoir 200 salariés parce que toi ce qui te fait kiffer c'est de monter une grande entreprise où il va y avoir qui va rester, qui va avoir de l'influence localement sur ta région. Donc, selon le projet que tu as derrière, la façon dont on va structurer, elle va être ultra différente. Et souvent, on oublie ce truc-là. Je te donne un exemple. Pas plus tard que la semaine dernière, je faisais la partie audit roadmap avec un client, on démarrait, et il m'explique qu'il est en train de racheter une boîte très bien. Sur les chiffres, ça a l'air de tenir la route, le business plan tient plutôt bien et tout. Et je lui dis, mais par contre, ça n'a pas l'air d'être très international. Il me dit, non, c'est une boîte franco-française, ok, de services, B2B, ok, très bien. Et donc, je lui dis, aujourd'hui, on va bosser sur ta vision. Et toi, en tant que personne, tu veux quoi ? C'est quoi ton rêve ? Pourquoi tu t'es entrepreneur ? Je veux être libre, de voyager, etc. Moi, mon rêve, c'est d'aller m'installer en Italie. Ok, donc tu es en train de me dire que tu es en train de racheter une boîte qui est exactement pas compatible avec ton projet de vie. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, tu vas la détester, ta boîte. Parce que tu vas la vivre comme un truc qui t'empêche de réussir ta vie personnelle. Donc, soit cette boîte, elle est scalable à l'international, et du coup, c'est ce qu'on est en train de regarder, soit elle l'est pas, et auquel cas, c'est peut-être pas la bonne boîte à racheter. Tu vois ? Sur le fond, il y a aucune erreur. C'est-à-dire que la boîte, elle est viable, elle est parfaite, tu vois. Sauf que, est-ce qu'elle est parfaite pour cette personne ? C'est un peu comme si moi je te dis, cette robe, je la trouve magnifique. Très bien, mais est-ce qu'à l'intérieur, j'ai l'air d'un sac ? Tu vois ? Donc, je pense que c'est vraiment important de parler de ça et de le regarder vraiment. Parce que, typiquement, c'est comme, il m'a regardé, il m'a fait « Ah ouais, j'avais jamais pensé à ça ». Ah oui, non, mais il y a une importance, avoir du recul et permettre justement, grâce à cette position de TGO, de pouvoir dire les choses et de pouvoir les dire cash. Ça fait beaucoup avancer l'entrepreneur. Enfin, par expérience, c'est fondamental. Puis ça évite des échecs. Pas des échecs au sens, il y a pas d'erreur, tu vois. Si jamais il rachète cette entreprise, ça va bien se passer. Mais en fait, à la fin, je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui vive comme une réussite et encore moins que ce soit durable. Ouais, parce qu'encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que être entrepreneur, c'est un projet de vie. C'est quelque chose qui t'anime bien sûr pas 80, mais la majorité de ton temps. Et donc, ça doit être en harmonie totale avec ta vie perso, quoi. Oui, ça c'est vraiment important. Et du coup, ça nous amène à des exemples, à du concret. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'une PME que tu as accompagnée avec ce modèle ? Alors, il y en a plein, mais ce que je trouve intéressant, c'est de donner des exemples précis de ce que ça permet de faire. Donc, je vais donner plusieurs exemples. Par exemple, une société qui est dans du service à la personne, qui est structurée comme une franchise, pas tout à fait une franchise, mais on va dire franchise pour que ce soit plus simple à comprendre en termes de modèle de business. Avec une stagnation du modèle et qui commence à développer plein de nouveaux produits, etc. Et tu vois, dès qu'on travaille sur la roadmap, on se rend compte que en fait, il y a ça part dans tous les sens et que du coup, il y a plus de focus produit. Et donc, en fait, juste en regardant en 360 et en refocusant sur on n'a pas besoin de développer tant de produits que ça. Par contre, nos franchisés, il faut aller les recruter différemment, il faut aller les former différemment, on n'en a pas assez, etc. En fait, on fait pivoter le modèle très rapidement et on remet une dynamique de croissance là où, en fait, l'entrepreneur, au départ, il en peut plus. Il est sur le point de vendre la boîte parce que il voit pas comment la faire grandir. Pourtant, c'est une boîte qui tourne. C'est ça. On voit, enfin, nous, on n'est pas sur les boîtes en restructuring. C'est pas on sait pas faire. Hein, c'est pas notre métier. Donc là, je parle des entreprises qui sont en croissance. Donc c'est paradoxal de se dire, on est en croissance, puis en même temps, on va vendre la boîte parce qu'on n'en peut plus, tu vois. Autre exemple de cas concret, une entreprise qui se développe mais merveilleusement bien, donc on peut se dire plus de 3 millions tous les ans, ça va. Non, pas du tout, parce qu'en fait, le chiffre d'affaires explose et les coûts de structure explosent aussi. Pourquoi ?
Ce qui est classique, en fait, on se retrouve dans l'effet ciseau de la croissance, qui est un truc malheureusement ultra classique quand ça commence à grossir. Ce qui se passe, c'est que cette entreprise, qui est une entreprise de service aux entreprises, pour le coup, elle a répondu à plein d'appels d'offres publics et elle les a gagnés. Jusque-là, on peut se dire c'est génial. Pas du tout. Parce qu'en fait, elle se retrouve engagée dans des contrats de 4 ans avec des boîtes, enfin des services publics qui payent à 90 jours, blablabla. Sauf que lui, il doit embaucher tout de suite. Et que en plus, sur tous les appels d'offres qu'il a gagnés, il y a 50% des clients qui sont en défaillance de paiement. Et qui se retrouvent obligés de rester embarqués pendant 4 ans dans le contrat, alors que les boîtes ne payent plus. Ça, c'est un vrai gros problème. Tu regardes le chiffre d'affaires, tu fais tout va bien, plus 3 millions par an, magnifique, merveilleux. Mais en fait, pas du tout merveilleux. Catastrophique. Et possiblement, si tu fais rien, tu te retrouves en redressement alors que tu n'as aucun problème de chiffre d'affaires. Problème de BFR. Problème de BFR classique. Et de cash flow associé, en fait. Donc ça, c'est, je pense, que le truc... Je donne cet exemple parce qu'en fait, je crois que c'est le truc le plus dur pour toutes les entreprises. Ah oui, non, mais clairement, enfin, je te rejoins, je te rejoins sur ce point. Moi, ça m'avait marqué. Tu m'avais raconté, en gros, une mission où, initialement, tu devais accompagner sur la levée de fonds. Et en fait, tu te rendais compte qu'elle n'avait pas forcément besoin de fonds, mais plutôt de restructurer ses dépenses. Et qu'in fine, en restructurant ses dépenses, elle pouvait se passer d'une levée de fonds, donc d'une dilution. Et ça, voilà, c'est aussi un exemple qui est un peu marqué dans ce que tu m'avais raconté au tout début quand on s'est rencontrés. Donc voilà un peu je pense les types d'accompagnement que peut apporter un CGO. Et la valorisation aussi, c'est-à-dire que quand tu es dans une logique de valorisation, il faut bien comprendre un truc, c'est que ta boîte, elle vaut rien. Et si quand tu n'es plus là... elle ne peut pas tourner sans toi. Donc ça veut dire que si à un moment donné il y a un projet de revente, de cession, de valorisation, il va falloir structurer le pilotage, il va falloir mettre en place, je suis pas une folle des process au sens, j'aime pas être enfermée et enfermer les entreprises dans les process, je crois pas à ça, mais c'est pour ça que je parle de structuration et pas de process, parce qu'il va falloir quand même mettre en place des choses avec des personnes clés, une organisation, etc., qui va permettre de pouvoir décoller l'entreprise du fondateur, de l'entrepreneur, pour pouvoir la rendre viable pour quelqu'un d'autre. Parce que si tu dis, voilà, j'ai une boîte à vendre, elle est formidable, je suis leader sur mon marché en tant que, je sais pas moi, imprimeur, créateur de maisons passives, etc. Magnifique. Mais derrière, si tu expliques à ton repreneur que tu bosses 80 heures par semaine et que quand t'es pas là, la boîte, elle arrête de tourner, bizarrement, tes deals vont pas bien se faire, vont s'arrêter en cours de route. Et tu vas pas comprendre, mais en fait, derrière, il y a ce sujet-là. Donc ça s'anticipe. Quand on me dit « je veux la revendre l'année prochaine », alors, ce genre de truc, c'est 3 ans avant. Je vous rappelle qu'en fait, une valorisation de boîte, on regarde les 3 derniers bilans. Donc, il faut s'y prendre. On me dit « ouais, mais on a le temps, c'est dans 5 ans ». Ben non, justement, ça veut dire que c'est le bon moment, en fait, pour commencer à travailler ça. Donc ça aussi, et c'est vraiment important de l'avoir en tête. L'avantage quand on fait ça, c'est qu'après, c'est un peu comme quand t'as un diplôme ou quand t'as le bac, tu vois. En gros, ça sert à rien. Mais si tu l'as pas, tu te fermes des portes. Ben, c'est exactement pareil pour moi sur la structuration et sur le pilotage, c'est-à-dire que tu vas t'ouvrir plein de possibilités derrière. Est-ce que tu veux grandir, scaler? Est-ce que tu veux revendre ton entreprise? Est-ce que tu veux créer des nouveaux partenariats? Est-ce que tu veux aller faire de la croissance? Ça va t'ouvrir plein de possibilités, tu vois. Donc c'est pas juste je veux aller là, donc je fais ça. Moi, le seul conseil que j'ai à dire, c'est commencer par ça. Une fois que vous avez posé ça, vous avez posé les fondations de la maison et ensuite vous pouvez tout faire. Complètement aligné. D'ailleurs, ça nous emmène à l'autre question. Quels résultats concrets peut-on attendre en travaillant avec un CGO? On les fixe, on fixe des KPI, on fixe des livrables, on fixe des résultats concrets. Je pense que ce qui est important, c'est de définir ensemble d'où on part et où on veut atterrir et de pouvoir le mesurer au départ, bien sûr, parce qu'autrement, ça va être compliqué de le mesurer au fil de l'eau, et à chaque fois, à chaque étape. Très clair. Et si un dirigeant nous regarde et se reconnaît dans ce que tu décris, quelle est la première étape pour avancer? De se parler. Donc, contactez-nous sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. De toute façon, vous ne pouvez pas nous rater, logiquement, sur le site internet Leaders for a Good Planet. Par tous les moyens, vous pouvez nous joindre, mais il faut qu'on se parle pour bien comprendre qui vous êtes. Je pense que c'est le meilleur conseil. Et si tu avais un seul conseil à donner à un dirigeant de PME qui veut structurer sa
sa croissance pour... ce serait quoi, pardon? Ce serait de dire, c'est pas faites-vous accompagner pour dire venez chez nous, tout ça, c'est pas du tout ça. C'est soyez apprenable. Derrière le faites-vous accompagner, soyez apprenable et prenez quelqu'un à vos côtés pour pas être seul. Ce que tu disais très bien au début, en fait, il vaut mieux une petite part du gâteau, d'un gros gâteau, qu'un truc gros, mais où on est tout seul. Ça veut pas dire que vous allez pas y arriver, ça veut juste dire que ça va vous prendre 10 ans ou plus, et que vous risquez de vous épuiser en cours de route. Oui, je vais pas me répéter, mais pour moi, c'est le sujet essentiel, savoir s'entourer. Et c'est vraiment le meilleur conseil qu'avec un peu de recul, là, je pourrais donner. C'est savoir s'entourer. Et peut-être un deuxième, et je recommence avec ce mot, mais mettre l'ego de côté. Oui, bon, ça va ensemble. Oui, ou pas forcément. Pour moi, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'être apprenable, c'est accepter de te faire challenger. Il y en a qui ont pas d'ego, mais qui vont pas vers les bonnes personnes. Oui, aussi, c'est vrai. C'est possible aussi. Oui, et en fait, moi, le sujet, c'est que, si je peux donner un peu d'expérience, c'est que, en fait, LinkedIn est un réseau mais absolument clé pour trouver des experts et des personnes intéressantes. Oui. Et ça, à titre personnel, et c'est pour ça que j'en parle, c'est que ça a toujours été un peu mon levier. Et je me suis dit, au pire du pire, je me prends une porte. C'est pas grave. Mais par contre, j'aurais essayé. Et donc, à chaque fois, aller essayer de parler à la personne qui, dans son comment dire, son métier, dans sa verticale, est l'expert et le key people à qui il faut parler, ne pas hésiter à l'ajouter, à le contacter, à relancer jusqu'à ce que cette personne réponde. Et ça, non mais pour le coup là, je parle d'harcèlement, mais non. Mais moi, je trouve que c'est fondamental. Le nombre de personnes à qui j'ai pu parler, où je me suis dit, mais attends, je suis quand même en train de parler au président d'un groupe de 1000 pharmacies, mais à quel moment il va me répondre? Il m'a répondu. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai passé 30 minutes et je l'ai relancé et aujourd'hui je le reparle. Et en fait, je suis personne, quoi. Enfin, concrètement, c'est juste que j'ai osé. Et ça, il faut se le permettre. Mais t'as raison. En fait, c'est vrai que j'oublie d'en parler de ça, mais je crois que c'est ce qui m'a toujours guidée, moi. Souvent, on m'a dit, mais t'as une carrière incroyable et tout ça. Bon, j'ai pas cette sensation-là. Par contre, comme toi, j'ai toujours osé. C'est-à-dire que, d'ailleurs, parfois, j'ai failli me faire virer tellement j'osais dans les boîtes. Mais j'osais pas en étant insolente. En fait, c'est juste que pour moi, c'est pas parce que t'es président d'une entreprise, même d'un grand groupe, que t'es inaccessible. Et tu vois, parfois, les codes, je les connaissais pas bien. Je suis pas née en France, donc bon, bref, je vais pas parler de mon histoire, mais en tout cas, je suis arrivée, j'ai découvert les codes français tardivement. J'étais plutôt française à l'étranger, expat, tout ça. Et donc, il y a des boîtes, tu sais, très structurées, très hiérarchiques, où en fait, t'as pas le droit de bypasser ton N+1. Moi, je le savais pas. Donc, c'était pas que je voulais être insolente, c'était juste que j'avais pas les codes. Et donc, je le faisais tranquillou bilou, sans me poser de questions. Je suis une nature peinture. Moi, je viens de boîte américaine où tu parles au président si tu veux, et puis voilà, c'est comme ça que ça marche. Évidemment, dans les boîtes françaises, c'était chaud patate, quoi. Ça m'a fallu plusieurs fois de passer très près de la sortie. Mais néanmoins, ça marche en interne, ça marche en externe. Tu vois. Et pourquoi vouloir parler à ces gens-là? C'est pas pour leur parler, c'est simplement que s'ils sont là, c'est qu'ils ont compris des trucs que toi, t'as pas encore compris. Exactement. Et donc, c'est avoir cette humilité de à chaque mouvement, à chaque âge, à chaque métier. Moi, j'ai toujours été chercher ceux qui étaient devant moi, en fait. Toujours, dans tous mes postes, dans tous mes métiers. Et je continue. Et ça s'arrêtera jamais, en fait. Et c'est une dynamique à prendre. Et surtout, ne pas avoir peur. Enfin, vraiment, c'est le mot que tu redisais, que je redisais. C'est oser. Ouais. Se donner cette permission. Et ça rejoint encore l'ego, mais... Ça rejoint l'ego parce qu'à la fin, si on te répond pas, c'est pas grave, quoi. Ça veut rien dire sur toi. Non seulement il y en a qui répondent pas, mais en plus il y en a qui répondent méchamment. C'est-à-dire que vous pouvez vous prendre des gros stops, hein. Ouais. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. En fait, in fine, et alors? Et ça, franchement, mais à la fin, on en rigole. C'est ça. Franchement, c'est génial. Enfin, en tout cas, je vous le conseille. Oui, moi aussi, je suis d'accord. De prendre des portes. Mais nous, en tout cas, on l'ouvre. Et d'ailleurs, c'est à vous ma dernière question, qui est où est-ce qu'on peut contacter quel est le canal, les réseaux sociaux, le mail, Leaders. Voilà. Et d'ailleurs, peut-être que tu peux répéter ce www.leadersforagoodplanet.com et le mail, c'est sandrine@leadersforagoodplanet.com. LinkedIn, évidemment, aussi. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi.